Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast de luxe. Cette semaine, nous revenons sur le film Reprise en main. Berthier va être acheté par des charognards. Moi, je peux pas laisser faire ça. Et pour ça, j'ai besoin de vous. On va monter notre propre fonds d'investissement. Donc toi t'es financier maintenant. T'as bien l'allure là, avec tes chaussures de marche. Merde! Le projet Berthier prend l'eau. Le 14 octobre 2022, nous avons reçu le réalisateur Gilles Perret pour une projection en avant-première du film Reprise en main. Cette projection s'est ensuite terminée avec une rencontre entre les spectateurs et le réalisateur. A noter que Gilles Perret était déjà venu au Cinéma Luxe pour d'autres films, notamment en co-réalisation avec François Ruffin. Voilà. On laisse dérouler le générique avec vous voyez, une chanson plutôt sympathique. Et merci d'accueillir Gilles Perret, le réalisateur du film que vous venez de découvrir, Reprise en main. Et on va prendre ensemble un petit moment pour échanger. Mais je crois que Gilles, tu voulais peut-être dire un petit mot avant sur C'est la propagande. Ouais, sur ta petite propagande. Non, on fait circuler une liste, une feuille qui va circuler dans les rangs. C'est pour laisser votre adresse mail si vous avez aimé le film, et c'est pour nous aider au moment de la sortie. Donc mercredi prochain, vous allez recevoir une ou deux lettres d'infos qui vous donnera 2-3 combines pour nous aider. Et puis les salles, surtout, il sera projeté pour vous en parler à vos copains, copines, cousins, cousines, voisins, voisines, quoi. Voilà. Alors ce qu'on peut dire, c'est Gilles, c'est que tu fonctionnes comme ça depuis très longtemps, depuis tes tout débuts avec le documentaire, et que là on est passé sur autre chose, mais on en reparlera tout à l'heure. Pour démarrer, et puis j'espère que vous souhaiterez échanger, dialoguer avec Gilles, lui poser des questions, vous faire les remarques que vous voudrez. Je pense qu'il est là pour... tu es là pour entendre tout ça avec plaisir. Mais peut-être juste pour commencer, nous parler du cadre, là où on est, dans cette vallée qui, je crois, d'une certaine manière, t'appartient un peu, en fait. Ouais, qui m'appartient. Je ne suis pas grand propriétaire. En fait, ça se passe dans la vallée de l'Arve. La vallée de l'Arve, c'est la vallée qui monte à Chamonix au tunnel du Mont Blanc. On en entend parler souvent parce qu'elle est très polluée, mais c'est un peu plus au fond. Voilà, c'est pas le fait des usines pour le coup. En fait, c'est chez moi, tout simplement. Moi, j'ai jamais bougé du petit village où j'habite, qui est un quart d'heure au-dessus, dans la montagne. On est 60 habitants. Et là, dans le film, effectivement, vous avez vu tous les voisins, les copains, la famille, les enfants, tout le monde a été mis à contribution dans ce film, avec plaisir, je pense, j'espère pour eux, c'est ce qu'ils nous ont dit. Et c'est vrai que ce film, vous l'avez senti, il est très très inspiré du réel. C'était un peu dans le cahier des charges, c'est-à-dire que vous pouvez vérifier tout ce qui est raconté dans le film, même sur les questions financières et tout, c'est tout validé. On est même allé voir des financiers suisses qui avaient le même métier, qui ont le même métier que Frédéric dans le film, pour bien qu'on soit d'accord sur la dialectique, sur la mécanique et tout ça. Donc tout est très réel. Le grimpeur que vous avez vu, j'avais filmé un décolleteur qui grimpait il y a une quinzaine d'années, vraiment sans corde, cette falaise du Bargy. Puis moi-même, mes parents ont travaillé dans ces usines. Moi, j'ai travaillé aussi un petit moment, j'ai installé des machines automatiques là-dedans. Les usines, c'est des usines des copains. L'atelier de Denis, il existe vraiment. On était en terminale ensemble, comme le patron de la grosse boîte. On était en classe, un bac E, si ça parle pour certains. Donc, il y avait des mecs, quoi. On était 15. Et Denis, il a son petit atelier que vous avez vu dans le film, il travaille effectivement cette pièce pour le cœur artificiel. Pareil, donc tout ça est bien réel. Et y compris cette usine de décolletage. Alors, c'est quoi exactement le décolletage? J'espère que vous avez un peu compris dans le film. On l'a dit dans le film, non, mais en termes de volume d'activité, ce qu'il faut vous dire, c'est que dans cette vallée, un peu plus de 70% du décolletage français est fait dans cette vallée, sur une trentaine de kilomètres, et ils travaillent à environ 75% pour l'automobile. Donc, et ce n'est pas des usines qui sont foireuses, c'est une industrie qui fonctionne très bien. C'était aussi un des buts du film, c'est aussi de montrer qu'en France, on a quand même de l'industrie qui fonctionne et qui fait des trucs très high-tech. C'est l'usine dans laquelle on a tourné, et qui s'appelle en fait Bontaz. Ça nous a permis de garder le B sur les t-shirts de Berthier. L'usine du copain, eux, ils travaillent parce pour... que les t-shirts, du coup, c'est les vrais t-shirts. On en a fait retirer parce qu'on aimait mieux le bleu qu'on a choisi là. Mais en fait, j'avais dit ça parce que je me suis dit, si des fois, dans des mouvements de caméra, on accroche les logos de la vraie boîte, comme ça, on était un peu couverts, quoi. Eux, ils travaillent pour les constructeurs automobiles chinois, allemands, français, tous les constructeurs automobiles du monde. Donc, c'est pas
C'est pas À un délirant, moment, quoi. Julie fait l'historique justement du Ouais. décolletage. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est par rapport à l'horlogerie, en fait. Ouais. Parce que j'ai vu récemment un film, alors j'espère qu'on pourra vous le montrer un jour, mais pour l'instant, il n'y a pas de distributeur. Ça s'appelle Unrest, et c'est un film suisse qui parle de l'horlogerie, mais pour le coup, juste Ouais, dans de une l'autre côté. province qui est juste à côté de la Ouais, c'est dans le Haute-Savoie, Jura suisse. Ouais. et qui se passe au 19e siècle. Et Ah. puis, on est là dans un cadre ouvrier de la même façon. Mm. Et ça s'organise autour d'un mouvement anarchique. Ouais. C'est passionnant d'une certaine manière. Et ça m'a rappelé beaucoup ton film. Et donc, il y a quelque chose comme ça en lien avec l'horlogerie suisse. Ouais, c'est ça. Bah, on a réussi à glisser pour faire patienter un peu les vendeurs du fonds d'investissement quand Julie commence à... Pas pour faire patienter les spectateurs. Non, j'espère pas. J'espère que vous avez appris des choses dans ce film aussi. Voilà, mais effectivement, oui, c'est ça, cette histoire-là. Et moi, quand j'étais gamin, il y avait et encore un petit peu maintenant le terme reprise en main. Ça vient d'un terme aussi technique. Mais bon, mis à part, vous avez compris la métaphore de la prise, de reprise, machin et tout, et qui reprennent leur boîte. Mais aussi, c'est un terme technique. Ces pièces qu'on voit qui sont très, très précises, qui tombent des machines. Parfois, il manque un petit truc à retoucher dessus, peut-être un petit perçage ou quelque chose comme ça. Et on appelle ça la reprise. Et quand j'étais gamin, dans le village où j'habite, il y avait beaucoup de reprises qui se faisaient en travail à la maison le soir, ou par souvent les femmes, ou des fois les enfants qui donnaient un coup de main. C'était des opérations très simples. Et puis les maris qui travaillaient à l'usine, ils ramenaient des pièces à faire le soir ou le week-end ou le mercredi quand il y avait les gamins pour faire un complément de revenu. Donc c'est la reprise. Alors, Le cours sur le décolletage, c'est la première fois que je fais un truc aussi détaillé. À Caen, là vous êtes et imprenable. c'est pas fini. Ah, c'est pas fini. Non. Peut-être quelqu'un veut Moi, je croyais parler de finance et tout ça. Mais... intervenir dès maintenant. Ou de cinéma, éventuellement. N'hésitez pas. Oui, on va parler de cinéma alors. Parce qu'effectivement, on était habitué chez toi à des formes documentaires, donc 6 ou 7 films qui précédaient cette fiction. Donc là, c'est vraiment un décollage vers la fiction. Et en fait, il y avait déjà, d'ailleurs, dans le film précédent qui avait été présenté ici par Ruffin, une fin qui annonçait la fiction. Enfin, il y avait déjà eu des formes dans tes films qui allaient vers la fiction, mais pourquoi tout d'un coup tu as décidé de passer la fiction pour raconter cette histoire? Est-ce que d'une part c'est une envie de cinéma particulière, une envie de fiction, d'autre part est-ce que c'était aussi parce que cette histoire elle pouvait se raconter que sous cette forme-là? Parce que moi, envie de cinéma, tu vois, oui, si, pourquoi pas. Enfin, en tout cas, c'était l'occasion de faire quelque chose de différent. Mais en tout cas, je mets pas ça sur un piédestal par rapport à ce que je peux faire en documentaire, tu vois. Mais c'était quand même une occasion d'essayer une autre forme. Puis surtout, c'est qu'il y avait quand même un problème. Cette question-là, j'avais déjà traité un peu les rapports entre l'industrie, la finance, les LBO dans un documentaire qui s'appelait Ma mondialisation, que j'imagine personne a vu ici. Si, il a été diffusé ici. Oui. Pardon, d'accord. 2. Non, mais c'est vachement plus que la proportion des Français. Seulement 2 ? Je suis déçu. Mais en fait, là, c'était compliqué parce que je voulais refaire quelque chose et ça ne s'est pas arrangé depuis. Filmer le monde de l'entreprise, filmer le travail, c'est compliqué. Filmer le décolletage, comme la description que je vous ai faite, c'est que les concurrents, ils sont tous à quelques kilomètres, donc ils s'observent tous, donc c'est assez secret quand même, parce que le concurrent, il n'est pas forcément à Caen ou à Brest ou je ne sais pas où. Et donc, il y a une culture du secret quand même dans la vallée qui est quand même pas mal. Et puis surtout, la finance qui a aussi une culture du secret, mais eux, on sait mieux pourquoi. Enfin, ils n'ont pas intérêt à raconter trop ce qu'ils font, ni les conséquences de leurs actes. Donc, du coup, c'était un peu difficile en documentaire. Puis surtout, quand j'avais sorti ce film à mondialisation, il y avait quand même un espèce de front commun avec les patrons, on va dire, PME traditionnels, mais qui avaient quand même les mains dans l'huile et qui aiment quand même la production. Et puis les ouvriers qui se disaient, merde, qu'est-ce qu'on fait? Comment on reprend la main sur notre avenir, sur la vallée? Parce qu'on est en train de tout laisser partir à ces fonds d'investissement. Et donc, du coup, la fiction, il y a quand même un truc de génial, c'est qu'on a pu inventer cette histoire-là qui, pour l'instant, n'a pas été mise en œuvre. J'espère que ça va se mettre en œuvre à partir du 19, donc mercredi prochain, quand le film va sortir partout en France. Parce que, non, il n'y a personne qui veut... Ça ne vous a pas inspiré, cette technique de reprise? Donc, en fait, tu es en train de nous dire que c'est une reprise en main qui est totalement fictionnelle et n'a jamais existé. Non, ça n'a jamais existé. Je me suis renseigné. Il y a eu une tentative une fois, mais c'était je l'ai su dans une salle quand on était à Bordeaux l'autre jour.
Mais ça c'est pas su du tout. C'était le directeur qui a vu arriver les fonds d'investissement et qui a pris peur. Il s'est dit là, ça va mal se passer. Donc il s'était groupé avec le directeur commercial. En fait, ils étaient à 3. Ils étaient déjà allés voir des banques pour essayer de faire une LBO comme ça, mais ils n'avaient pas la technique pour faire tomber le prix de la boîte. Enfin, comme nous dans cette histoire-là. Et en fait, ils se sont fait laminer parce que c'est arrivé d'un gros fonds d'investissement derrière et puis qui a certainement offert plus et tout. En fait, ils étaient trop petits. Enfin, ça n'a pas marché. Donc voilà. Mais il y a un côté fable dans notre histoire. Parce qu'il y a eu déjà des reprises d'entreprises. Puis on pense évidemment au LIP ou à d'autres combats comme ceux-là, Après, où il y a eu des reprises par les ouvriers de leur outil de travail. Et ce qui est intéressant ici, c'est que c'est pas seulement l'outil de travail que Cédric et ses comparses vont reprendre, c'est aussi l'outil de financement. Et c'est ce qui fait la particularité du film. Déjà, ce qui est déjà pas mal, ils relèvent la tête et tout. C'est aussi le but du film, c'est de montrer qu'on peut ouvrir de possible et puis on a le droit de relever la tête et puis d'envisager quelque chose d'un peu plus porteur d'espoir que de sans arrêt baisser la tête puis dire qu'il n'y a pas d'autre alternative et qu'il faut baisser la tête et il n'y a pas d'autre choix, quoi. Mais toi, sur les reprises par les salariés, en fait, souvent les reprises qui peuvent se faire en scope, c'est souvent sur des boîtes qui sont mal et du coup la boîte vaut plus grand chose et donc les parts ramenées aux salariés sont abordables, on va dire. Là, nous, sur notre histoire-là, c'est parce que ces entreprises-là, c'est justement parce qu'elles fonctionnent bien, qu'elles dégagent de la plus-value, que les fonds d'investissement s'y intéressent et que c'est eux qui viennent là-dedans. Donc, c'est des boîtes qui coûtent très cher et il n'y a qu'eux qui peuvent acheter. Et donc, c'est pour ça que nous, la seule solution pour reprendre ces boîtes qu'on a trouvées, c'est ce scénario-là, parce que ramener à la part par salarié, quelqu'un comme Cédric, qui est ouvrier décolleteur, il peut s'occuper de 3-4 machines, comme vous avez vu, mais encore, c'est des générations de 10-15 ans en arrière, ce que vous avez vu à l'image, mais les dernières générations, en fait, on n'a pas filmé dans ces ateliers-là, parce qu'ils n'étaient pas aussi... au niveau de l'image, on voyait moins, et tout est beaucoup plus caréné. Et bien, ces machines, il peut y avoir plusieurs barres qui arrivent en même temps, qui sont travaillées, usinées comme ça. Elles valent plus d'1 million d'euros chacune, tu vois. Donc, un ouvrier, il a 4 millions de parcs machines dont il s'occupe. Donc, t'imagines, le prix de ces boîtes, c'est énorme, quoi. Donc, difficile à racheter en scope et à reprendre tant qu'elle fonctionne bien. Ouais. Tu viens d'employer un mot justement intéressant. Tu as parlé de scénario. Et effectivement, on est pour le coup dans la fiction et pas dans le documentaire. Donc ça change beaucoup la donne par rapport au scénario. Et on sent quelque chose qui est, en tout cas c'est mon impression à moi, quelque chose qui a été extrêmement écrit, mais tu l'as dit, évoqué tout à l'heure en disant que ça a été relu y compris par des financiers suisses qui ont d'une certaine manière validé. Mais alors donc du coup ça a été une étape très importante, le scénario dans le film. On devait éventuellement recevoir avec toi Marion Richoux qui a été co-scénariste, mais il y a aussi Claude Lepape que j'ai vu au générique, qu'on connaît un peu ici parce qu'elle est de Caen et elle avait co-scénarisé Petit Paysan que vous avez vu dans cette salle. Elle était venue le présenter d'ailleurs avec son réalisateur. Mais voilà, il y a eu un travail très particulier pour le coup. Avec Marion, ça fait 7 ans qu'on a commencé d'écrire. Et puis alors on n'a pas fait que ça, il vous aura pas échappé que j'ai sorti quelques films entre-temps, hein. Puis Marion, elle avait un autre boulot à côté, mais c'était long, ouais. Et la dernière année, on s'est fait aider aussi par Raphaël Desplechin. En fait, c'était long parce que moi, je voulais absolument que ce soit crédible, que ce soit faisable et qu'on amène un peu de la discussion, qu'on amène du possible. Et donc, mais c'est pas un scénario, je ne vais pas trop me la péter, mais en tout cas, c'est pas un scénario simple pour que ce soit jouable, quoi. Et donc, du coup, effectivement, c'est pas un documentaire, mais pour le coup, c'est très documenté. Et donc voilà, c'est pour ça que ça a pris du temps. Puis après, faut trouver des producteurs, des distributeurs et tout le bazar et des sous pour arriver là. Donc ça prend du temps. Mais c'est très agréable, hein, ceci dit, faut pas croire que c'est la mine, hein. C'est très agréable de trouver de la liberté comme ça, avec un côté même presque plus facile qu'en doc. Ça va peut-être vous surprendre, mais moi, j'ai pas trouvé ça... j'ai trouvé ça agréable dans le côté où, en doc, des fois, tu vois des gens que tu connais bien parce qu'on les a en général on rencontre bien avant, tu sais bien ce qu'ils sont capables de te dire, normalement ce qu'ils devraient te dire, parce que tu les as déjà bien rencontrés, et puis que si tu es bien imprégné dans le milieu, tu sais ce que les gens... Et puis que ça marche pas parce qu'en fait, des fois, les gens, ils collent à un discours qu'ils ont entendu à la télé et puis ils font du copier parce qu'ils sont censés représenter une classe sociale ou un métier. Et puis en fait, ils répètent du BFM ou je sais pas quoi. Et tu te dis, mais non, mais là,
ça va pas, t'es pas toi, t'es pas, enfin, tu le dis pas comme ça, mais tu tournes dans tous les sens pour que ça revienne le naturel, on va dire. Et donc, des fois, t'arrives pas bien que le côté fiction, bah, pour le coup, tu écris des lignes de dialogue, et puis si tu as des acteurs pas trop mauvais, en général, ça se passe plutôt bien, quoi. Donc, il y a un petit côté plus facile comme ça qui est pas désagréable. Mais enfin, le scénario demande quand même Ah oui, oui, par contre, il y a une du boulot. alchimie Ouais, particulière ouais. parce que on s'attaque à un domaine très complexe. En fait, Ouais. le milieu de la finance, si tu avais Ouais. eu à devoir faire un documentaire, on serait rentré dans des choses très Oui, techniques. oui, Et là, il y a des choses très techniques, mais en même temps qui restent oui. Ouais, accessibles. bon, après, voilà, Donc il y a cette alchimie-là c'est ça qui a qu'il a pris fallu du temps trouver. aussi, bien sûr. C'est que potentiellement, un film sur la finance et l'industrie, c'est chiant, quoi. Et le but du scénario, c'était d'amener justement la comédie sociale. La comédie est là pour ça, l'émotion aussi, toute cette histoire de fierté du travail, et puis de la transmission entre le père, le fils, les enfants, etc. Bah, ça permet d'emballer et de vous embarquer dans cette histoire-là sans que vous ayez l'impression de vous prendre un cours d'économie dans la figure, quoi. Et donc la Et difficulté puis du d'avoir scénario, l'impression c'était là d'être aussi. intelligent aussi en même temps. Ouais, mais bah oui. Parce Non, que mais c'est vrai. pour demain, éventuellement, reprendre notre Bah, entreprise. bien sûr, ouais, je sais pas. Bah non, vous êtes une association, ça va être compliqué sinon. Mais ouais, non, je pense qu'on apprend des choses en regardant ce film-là. C'est pas parce qu'on fait une comédie sociale qu'on apprend rien. Ouais, j'espère qu'on l'apprend plutôt en sortant plutôt avec la pêche et la banane, et qu'on sort d'un film social. On n'est pas plombé comme beaucoup de films. Déjà qu'il n'y a pas beaucoup de films sociaux qui sortent au cinéma. En général, c'est un peu la déprime à la sortie des salles, et c'est vrai que j'avais pas envie de ça non plus, quoi. Est-ce que vous voulez intervenir? Oui, j'arrive. Alors moi, c'est une réflexion après de longues années de militantisme au sein d'une entreprise publique. Ce qui est très intéressant dans le film, c'est qu'il interroge sur la manière dont on peut reconquérir le tissu industriel français. Seulement, moi, je me suis posé des questions. Est-ce qu'il est possible, hein, dans le système capitaliste actuel, hein, de gagner une lutte pour la préservation des emplois avec des méthodes capitalistes. Parce que, bon, même si la fin du scénario est très positive, on s'aperçoit quand même, bon, que les négociateurs, pour garder leur entreprise, en viennent utiliser les méthodes des financiers. Oui, bah. Non, mais après, moi, j'ai pas dit que c'était la solution, hein. Ce film, c'est une fable. Enfin, vous avez compris quand même que ça repose aussi sur un truc où faut quand même séquestrer une héritière dans un sous-sol de salle des fêtes pour que ça marche, quand même, pour avoir un petit peu d'argent. Donc bon, ça aussi, je pense que vous devez avoir à Caen. Mais enfin bon, mais il faut voir plutôt l'état d'esprit qui est véhiculé, c'est-à-dire que de donner de l'espoir et de donner du rire, et puis aussi de faire gagner les petits contre les gros, ça fait du bien. Et je dis pas que c'est la solution. Avec notre histoire, on n'a pas renversé le capitalisme. Ils sont toujours dans une économie de marché, et puis à la fin, on a laissé aussi l'équivoque. On sait pas. Il y en a qui disent bah, c'est super, ils ont tout repris, c'est super. Puis il y en a d'autres qui disent oh là, dans quelle merde ils se sont mis. Bah oui, bah, c'est un petit peu ça. Donc, mais en attendant, pendant un petit moment de cinéma, pour le coup, ça a donné de l'espoir, et j'espère que ça fait relever la tête et qu'on voit qu'il y a d'autres choses possibles que la résignation, parce qu'il n'y a rien de pire que la résignation dans notre monde. Voilà. Mais je n'ai pas dit que c'était la panacée. En tout cas, c'est faisable. C'était ça qui nous. Il faut juste avoir la mise de départ, mais ça, c'est. Faut la trouver. En fait, c'est tellement faisable que ça existe aussi maintenant. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent pour des reprises en scope, justement avec cette même méthode, c'est-à-dire d'acheter l'entreprise par emprunt. Ce qui pose problème, c'est que ça dépend qui achète. Si c'est un fonds d'investissement, eux, ils veulent faire leur plus-value sur 4 ans.
Et donc, ils demandent des taux de rendement énormes parce que si vous avez bien suivi l'histoire, en gros, souvent on dit ils achètent une boîte et puis ils vont faire le jackpot quand ils vont la revendre parce qu'ils vont la vendre plus cher. En fait, le truc génial des LBO, c'est qu'ils s'en foutent de revendre plus cher. Même à la limite, ils perdent un peu d'argent, c'est pas très grave. Parce que pendant 4 ans, comme ils demandent des taux de remboursement de 15%, ben pendant 4 ans, si vous ont acheté la boîte 20 millions d'euros et qu'ils demandent des taux de rendement de 15%, et ben chaque année, il y a 15% de ces 20 millions qui sont remboursés par la boîte qu'ils ont racheté. Et eux, quand ils vendent, et ben, tout ce qui a été remboursé, ça va tout dans la poche du fonds d'investissement. Donc même si... c'est chiant là ce que je dis ou ça va? Bon. Non, jusque-là, on ne parle pas trop de cinéma. En tout cas, voilà, donc de ce système-là comme dit Finnegan dans le film, comme Frédéric qui dit c'est génial, c'est le jackpot. Ben oui, oui, c'est le jackpot. Donc, ça veut dire que ce qui pose problème, c'est surtout le taux de remboursement de 15%. Parce qu'on pourrait éventuellement envisager, et c'est ce que l'Union nationale des SCOP réfléchit, et d'essayer de faire ça, mais avec des taux de remboursement beaucoup plus faibles et sur des durées beaucoup plus longues, et que ce soit vraiment la boîte qui rembourse l'emprunt, mais que ce soit du coup avec une somme de départ assez faible et qui serait éventuellement réunissable par les salariés, quoi. Mais la question, Gilles, qu'on peut se poser, je vous donnerai C'est la où? parole Voilà. juste après. Je suis là, maintenant. J'ai fait le tour. Par rapport à la fin, effectivement, où Cédric, après sa victoire, malgré tout, retourne sur le marché, en fait. Il subit la même chose qu'au début du film, c'est-à-dire ces méthodes casino dont on parle. La question est de savoir si, avec ces méthodes-là, dans ce marché-là, on peut avoir la préoccupation qu'avaient certains patrons dans ton film Mondialisation vis-à-vis des ouvriers, vis-à-vis des salariés. Voilà, c'est finalement un peu la question que se pose monsieur. Après, si tu veux, la vision de Cédric et la vision de pas mal aussi des patrons de PME, c'est une vision industrielle. Et eux, dans l'idée qu'il y ait des coucous qui se mettent dans leur boîte et puis qui extraient des richesses sans rien foutre, c'est pas tellement dans leur état d'esprit. Et là, on peut se dire qu'une fois que Cédric a repris la boîte, s'ils ont une logique industrielle, eh ben, ils vont pas déjà être égorgés par des prêts faramineux parce qu'ils ont réussi à faire tomber le prix de la boîte. Et donc, du coup, ils vont pouvoir investir plus dans les machines. Ils auront une logique plus industrielle. Et les logiques plus industrielles, ça donne quand même plus de perspectives d'avenir que les logiques financières. Les boîtes qui ont été rachetées sur LBO, elles ont 2,7 fois plus de chances de couler dans les années qui suivent qu'une boîte qui est gérée sans être étranglée par les prêts des LBO. Et ce que je vous raconte là, c'est pas juste dans notre petite vallée de l'Arve de l'industrie, c'est que les LBO, ça s'est généralisé sur l'ensemble du territoire et en Europe et aux États-Unis depuis 25 ans. Et le volume d'affaires LBO l'année dernière, c'est 1121 milliards de dollars. Donc on ne parle pas de rien du tout, quoi. Donc c'est quand même un vrai fléau pour l'avenir des entreprises. Et aussi, ça a énormément contribué au fait que les milliardaires et les financiers se sont tellement enrichis ces 20 dernières années de façon tellement honteuse. Et c'est grâce à des mécanismes comme ça, quoi. Donc c'est pas... on explique sur une petite entreprise, une petite histoire avec ses potes, là, mais c'est pas une petite affaire. Donc s'ils ont racheté et qu'ils n'ont pas un emprunt trop élevé et qu'en plus ils arrivent à mettre en place quand même leur plan social, mais c'est pas quand ils gribouillent sur la soirée bien arrosée chez Cédric, qu'il n'y a pas de reversement de dividendes qui plafonne les salaires et tout, on a quand même pour espoir que ça va mieux se passer dans l'entreprise quand même. Non, c'était pour être un peu plus optimiste que monsieur. Allez-y, monsieur. Merci. Alors, merci pour ce film d'abord. Je me posais une question sur l'absence de représentation syndicale dans ce film. Est-ce que c'est un choix idéologique? Est-ce que c'est un choix historique ou tout simplement dans ce type d'entreprise, il n'y a pas de syndicat? Alors, excusez-moi, ouais. Parce que c'est vrai que souvent dans ces films sociaux, dans le milieu ouvrier, on est souvent habitué à la présence des syndicats. Je pense à un film comme Ressources humaines, par exemple.
Ouais. Alors, choix idéologique, si vous connaissez ma filmographie, je crois pas. Après, en tout cas, c'est un choix, bien sûr, hein, c'est nous qui écrivons le scénario. C'est déjà une. Alors, deuxième phase, est-ce que c'est une réalité? Oui, c'est une réalité. C'est que dans cette vallée qui est principalement constituée de PME, la représentation syndicale, c'est en dessous de 2%. Au niveau national, c'est maintenant en dessous de 8%. Donc, en fait, ils n'existent à peu près pas. Et ça s'explique par la structure de ces entreprises qui ont été créées autour du patron, des PME qui ont grossi comme ça. Et donc, où le patron, il fait tout, quoi. Donc, avec le côté paternaliste, les mauvais côtés du paternalisme, mais aussi les bons côtés quand le patron, il a quand même les mains dans l'huile, il connaît les métiers. Et puis, il y a eu des beaux parcours de gens qui ont connu des belles carrières et qui n'avaient pas forcément des gros diplômes et des choses comme ça. Donc, bon, voilà. Et puis après, nous, on fait le choix. Alors là pour le coup, moi, je fais le choix de partir d'un ouvrier pas syndiqué, pas avec une étiquette CGT, qui réfute les idées de son père et les idées politiques en disant que c'est dépassé, c'est vieillot. Parce que je pense que c'est plus malin, y compris syndicalement et politiquement, de passer par un mec qui réfute ces idées-là. Mais en fait, qu'est-ce qu'il fait, lui, par son intuition, par son intelligence et par le fait de se grouper avec ses copains pour que ce soit une histoire de groupe, il se réaccapare l'outil de travail. Et finalement, il met en application les théories de son père. Et du coup, je pense que c'est plus malin comme ça pour emmener le spectateur qui se disent à la fin, finalement, les idées de son père, finalement, elles sont pas si vieillottes que ça, et puis elles sont toujours d'actualité, et elles doivent être mises en application. Donc là, pour le coup, c'est un vrai choix de ma part, quoi. Et puis aussi, le fait de partir sur quelqu'un qui n'est pas... mais c'est vrai aussi sur les films que j'ai fait avec François ou les miens, systématiquement, on évite les discours, les étiquettes et les discours. Parce qu'en fait, on sait aussi qu'il y a des gens pour qui, hop, il y a les écoutilles qui se ferment, parce que tu te dis, ah bah voilà, c'est lui, il va nous faire du discours, il va nous sortir sa théorie, son truc, ça va être chiant, quoi. Et donc, du coup, voilà, vous avez compris que j'ai rien contre les syndicats, hein, c'est pour le film, mais enfin, ça dépend lesquels, tu vas me dire. Mais en tout cas, voilà, le choix, il est assumé comme tel et réfléchi. Mais par contre, je comprends aussi que pour des militants syndicaux dont c'est une bonne partie de leur vie et tout, qu'ils souhaiteraient que ce soit le syndicat qui soit à la barre et tout ça, mais ça ne serait pas très réaliste pour le coup dans notre région. Et je pense que pour embarquer plus de monde, c'est plus malin comme ça, quoi. Mais de toute façon, c'est bien montré dans le film, hein, entre Rufus, le personnage qu'interprète Rufus et Cédric, il y a effectivement un désaccord à ce sujet. Et puis tu dis qu'actuellement, c'est à peu près 2% de syndiqués, donc c'est très très peu, c'est très très bas. Est-ce que tu penses quand même que c'est lié à une rupture générationnelle qu'on voit finalement dans le film je pense que vous avez les mêmes que chez nous, hein. Je veux dire, la génération des quarantenaires qui sont dans ce film-là, c'est quand même des gens qui sont issus de 30 ans pendant lesquels on leur a dit que les syndicats c'était vieillot, que la politique ça servait à rien, et puis que la réussite, c'était de se battre contre l'autre, que l'autre est une menace et que tout le monde doit être en concurrence contre tout le monde. Et donc Cédric, il est aussi le fruit de tout ça. Enfin, et donc si on discute autour de nous sur les quarantenaires, je pense que malheureusement Cédric est assez révélateur de ça. On ne sort pas indemne de ce discours-là qu'on nous a servi pendant 30 ans. À moins que voilà, on fasse les bonnes rencontres et puis qu'on ait peut-être des parents conscientisés. Si on n'entre pas en opposition avec les parents, peut-être qu'il peut rester des choses. Mais sinon, globalement, il faut quand même ramer sur ces questions-là, quoi. Est-ce que quelqu'un veut intervenir? Oui. Merci. Bonsoir. Bonsoir. On a vraiment bien remarqué que ça vous touchait à cœur d'aborder ce sujet. Je constate aussi que le casting est assez important. J'aimerais savoir si justement ils se sont impliqués dans cette histoire-là ou si vous êtes allé les chercher en fait. Est-ce que c'est plutôt un choix de casting classique ou c'est vraiment vous qui avez dit je veux cet acteur-là ou est-ce que je sais que ça pourrait l'intéresser? Déjà, ce qu'il faut se dire, c'est que nous, quand on a commencé à écrire, ne connaissant pas grand-chose, en tout cas c'était la première expérience en fiction, on n'était pas du tout parti sur un casting aussi prestigieux. Et finalement, plus le temps avançait, plus le scénario gonflait, et puis les producteurs nous ont dit, mais il n'y a pas de raison, hein, on va aller
Donc après, on a travaillé avec une directrice de casting qui s'appelle Constance de Montois, avec qui on s'est bien entendu. Et on avait à peu près les mêmes envies, quoi. Alors moi, je suis pas le meilleur pour connaître les acteurs. Marion est plus, ouais, elle est vraiment plus issue de ça. Moi, je viens pas du tout de ce milieu-là, ni socialement, ni du milieu du cinéma. Mais en tout cas, la très bonne surprise, c'est que tous les gens qu'on a choisis, à qui on a envoyé le scénario, ils ont pratiquement tous accepté tout de suite, quoi. Et ça, c'était chouette. Et, sauf Pierre de Adonchamp qui est arrivé plus tard parce qu'on avait choisi un autre acteur et qui lui avait pris trop de films. Enfin, on n'arrivait plus à glisser nos 6 semaines de tournage dans son planning. Et en fait, Pierre, il est arrivé assez tard. Il est arrivé 2 mois peut-être avant le tournage, 2 mois et demi. Mais lui, dès qu'il a lu, tout de suite, il a appelé son agent et il lui a dit donne-moi le numéro de Gilles. Et on a échangé. Tout de suite, c'est bien passé. Et il nous a invités. Il habite à Nancy, Pierre. On est allé manger chez lui et puis tout de suite et là pour le coup il a fait pas mal de dates avec le film. Grégory Montel aussi, Laetitia, ils s'occupent de la promo. Ils sont quand même. En fait, pour tout vous dire, moi je concevais pas de faire ce film là. Je fais mon film, tout le monde derrière moi, machin et tout, c'est mon idée. Je voulais quand même que ce soit un truc collectif, quoi. Et c'est vrai que toute l'équipe technique, on a joué qu'au feeling, on n'a pas pris les cadors du cinéma. Et chaque fois, ils sont venus sur l'idée quand même. Et globalement, alors on n'a pas demandé la carte avant qu'ils viennent, mais globalement, ils avaient envie de porter cette idée-là, quoi, et cette idée du groupe. Et donc, c'était vraiment chouette de voir à quel point le groupe s'est constitué, à quel point ils soutiennent le film encore aujourd'hui, quoi. Mais c'est vrai que Gilles, par rapport à d'autres films qu'on peut voir avec des acteurs un peu connus, moi j'ai trouvé qu'on les sentait concernés. Ouais, ouais, et qu'ils avaient envie d'être dans ce film. Et on a dit tout à l'heure que c'était très écrit, y compris les dialogues. Mais malgré tout, est-ce que tu leur as laissé, d'une manière ou d'une autre, la possibilité de s'emparer de leur personnage, donc de l'inventer un peu ou pas du tout? Oui. Non, je suis pas. Enfin, c'est pas d'être un dictateur là-dessus. Déjà, on a quand même des gens qui ont quand même un certain talent, donc ça aurait été quand même con de s'en priver. Et puis surtout, c'est que tu es quand même riche d'enseignements. C'est que je veux leur rendre hommage là-dessus. C'est que même si nous, ça faisait 7 ans qu'on travaillait sur les personnages, enfin, en tout cas, tu as l'impression de bien les connaître, les personnages, mais eux, en fait, ils se mettent tellement dedans qu'il y a des fois, plus le tournage avançait, plus tu te dis, ouais, en fait, ils les connaissent mieux que nous, quoi. Tu vois. Et donc, en gros. Quand ce soit Pierre, enfin tous, hein, mais quand ils proposaient des choses, c'était plutôt bien senti, quoi. Ce qui fait que nous, on était assez à l'écoute de ce qu'ils proposaient. Après, des fois, il y avait des trucs auxquels on ne croyait pas et qu'on n'a pas fait, mais en gros, on ne s'est pas privé de ça. Merci d'avoir suivi cette rencontre. Je vous encourage maintenant à découvrir le film Reprise en main, si ce n'est pas encore fait. Il sort en salle le 19 octobre 2022. À très vite pour un autre podcast de luxe. Et n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux Facebook et Instagram pour vous aussi participer à ces rencontres luxe.